Voilà, je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté cet entretien et du même coup de participer au colloque aux sources de la violence. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir proposé cette façon de participer à ce congrès, important par son thème, par le déploiement d'idées qui s'est donc déjà produit. D'abord, j'aurais souhaité que vous puissiez dire un petit peu ce qu'il en est de la place de la violence dans votre théorisation, la place qu'elle a prise dans vos élaborations conceptuelles. Comment vous avez attrapé cette question tout à fait complexe, lourde et difficile. Puis peut-être ouvrir directement sur les questions épistémologiques, et plus particulièrement votre théorisation de la pulsion de mort et de la destructivité, ainsi que les rapports que vous entretenez avec la théorie de la violence et de la négativité. La question de l'idéologie est toujours présente en tant que, sous son double aspect, l'idéologie comme structurant, sous l'égide d'une organisation qui permet d'agir et de transformer, mais aussi l'idéologie, on pourrait dire que ce sont des idéologies sous l'effet de l'idéal du moi, mais aussi l'idéologie plus cruelle, tyrannique, celle qui s'organise autour de la toute-puissance des idées, autour du culte de l'idole, la pensée idéologique, en quelque sorte, et autour de ces idéaux cruels. Alors c'est ça que j'ai repéré plus précisément dans mes groupes. Et dans le groupe du Paradis perdu, donc 65-66 dont j'ai parlé avec Anzieux, c'était ça qui me frappait, comment le groupe, en tant que constituant un ensemble qui se vit comme totalité plus fort que l'individu qui voudrait, lui, faire valoir sa propre pensée ou sa propre position, notamment dans le transfert, en prenant une place privilégiée. Comment le groupe vient rabattre ce sujet on pourrait dire, dans la matrice commune des frères et sœurs, et exerce sur lui une violence qui peut quelquefois déboucher sur des passages à l'acte, tant que cette violence n'est pas entendue. Violence aussi donc par de l'idée, violence de toute pensée qui impose une causalité unique. C'est ça, voilà, qui se ferme à la polysémie, à la pluralité des modes de pensée. Il y a là une source de violence qui apparaît chaque fois qu'un sujet ou qu'un groupe est dans une position insécure, lorsque le changement n'est pas un changement lisse, en quelque sorte, un changement dans la continuité, mais un changement qui implique des discontinuités et des organisations chaotiques ou catastrophiques. Il y a un rapport constant, me semble-t-il, entre ces situations violentes, désorganisatrices, d'où peuvent surgir des mouvements créateurs, d'ailleurs, et d'autre part, une violence qui peut être mise au service de l'accentuation de ce mouvement désorganisateur et catastrophique, avec des angoisses de déréliction, de destruction, d'effondrement, ou, et c'est un autre chemin à ce moment-là, si Eros vient au secours pour lier autrement ce qui a été désorganisé, si Eros est la capacité de penser restituée, la capacité de relier et restituer, alors un travail de création peut se faire. Il y a une violence inhérente à la vie, à la transmission de la vie, au désir vital, au désir sexuel, au désir de ce que Pierre Aulagnier appelle la violence d'anticipation, c'est-à-dire ce qui nous fait désirer pour un autre avenir quelque chose, une place, une réalisation qu'il n'est pas encore à même de pouvoir assumer. Il y a quelque chose de violent si il y a quelque chose de violent en ce que, d'une certaine manière, le sujet est posé sans qu'il puisse encore exister, et d'une certaine manière s'opposer. Donc il y a là une source de
conflictualité tout à fait intéressante par lequel se transmet la vie. Et c'est seulement à cette condition d'ailleurs que le sujet peut être anticipé comme ayant une place dans l'ensemble où il vient au monde, ce que Pierre Aulagnier a qualifié comme le contrat narcissique. Ce que j'ai développé d'ailleurs sous l'autre face, que j'appelle le pacte narcissique, où le sujet ne peut pas se défaire de cette place à laquelle il a été assigné et dont il devient en quelque sorte l'objet inerte qui permet au système de fonctionner, mais sans qu'il y soit présent, autrement que comme sujet assujetti à la place qui lui a été. Là, il y a une violence que dans vos préoccupations pour l'adolescence, vous avez dû retrouver à plusieurs reprises, parce que c'est une des questions fondamentales qui apparaît à l'adolescence. Donc une violence originante, une violence structurante, qui est aussi reprise du côté des interdits fondamentaux, est aussi marquée par la violence. L'interdit est structurant et porteur de vie, et s'impose d'abord comme violence par rapport à la réalisation immédiate, comme dit Freud, des buts pulsionnels, et notamment des buts destructeurs. L'interdit et sa violence est la condition pour pouvoir se maintenir dans le désir, non pas dans la répétition, mais dans le renouvellement, la reviviscence du désir. Ce sont là des violences, là encore au service de la vie, et qui ont donc une fonction organisatrice dans le champ intrapsychique comme dans le champ intersubjectif, dans le champ des ensembles comme des groupes et des institutions. J'ai donc distingué ensuite des violences, ces violences originantes ou originaires. Et je pense qu'il faut faire place au travail de Jean Bergeret sur la violence fondamentale, qui est à la fois une violence dont il énonce la formule comme ou lui ou moi, une sorte de violence paradigmatique du conflit oedipien. On peut le retrouver dans d'autres complexes, comme le complexe fraternel. On peut le retrouver dans le contrat narcissique à un certain moment de son organisation, lorsque le contrat pèse sur le sujet et fait violence à sa possibilité d'advenir comme je, reprenant sa propre histoire et son propre désir. Et c'est une formule tout à fait intéressante et que Bergeret auquel Bergeret a donné un développement que je trouve vraiment très, très remarquable, avec la question comment le ou lui ou moi, qui est donc une violence radicale, qui ne laisse pas de place à l'autre, peut devenir et lui et moi. Alors, de ce point de vue, Totem et Tabou reste un modèle extraordinaire, enfin, de transformation du ou lui ou moi, avec la répétition, et le débouché vers l'organisation symbolique avec les institutions du Totem et du Tabou. C'est et lui et moi, et alors la culture, le travail de culture s'effectue sur ce et lui et moi. Et puis je distingue donc d'autres sortes de violences qui sont alors sous l'effet de composants de la pulsion de mort, et de l'anéantissement, du retour à l'anorganique, et avec d'autres composantes de la pulsion de mort qui, elles, peuvent davantage s'articuler avec les pulsions de vie, et qui concernent donc l'agressivité, notamment comme mouvement vers l'autre ou vers l'objet, avec cette expérience que l'objet peut survivre, mais que nous aussi nous pouvons survivre à la violence constitutionnelle, tout l'apport de Winnicott, comme s'inscrit dans cette problématique de l'agressivité précisément l'apport de Melanie Klein, montrant que l'agressivité composante de la pulsion de mort est nécessaire au travail de la pensée pour rétablir en quelque sorte ce que le sujet dans la position dépressive fantasme avoir détruit et qu'il restitue dans un travail de réparation. De ce point de vue, alors le travail d'Onzieux et d'autres, nous avons réuni dans plusieurs
plusieurs livres à l'époque autour de la création de la pensée, je pense au travail de Gibelot également là-dessus, sur cette question, articule d'une manière fondamentale ces rapports entre pensée et agressivité. Et puis, il y a ce que, moi j'étais très sensible à la démarche de Nathalie Salzman, lorsqu'elle a introduit comme composante de la pulsion de mort ce qu'elle a appelé la pulsion anarchique, ou anarchiste, je ne sais pas quel terme conviendrait le mieux, je crois que c'est quand même anarchiste. Parce que cette pulsion n'est pas anarchique au sens de chaotique, elle est anarchiste au sens où elle travaille à délier ce qui est trop compact, ce qui est qui est surlié en quelque sorte, comme quelquefois les groupes ou les pensées. Les pensées surliées sont des pensées dogmatiques, les groupes surliés sont des groupes sectaires. Et la pulsion anarchique vient mettre du désordre et de l'espace et rendre possible une nouvelle réorganisation. C'est une déliaison, et c'est un travail de désordre, oui, et de déliaison qui est utilisable dans le travail de création et de pensée. Je trouve qu'une des sources de la violence dans le monde contemporain, dans le mal-être contemporain, est la violence innommée, le refus de la reconnaissance de la violence, dans ce qu'elle porte comme détresse, comme impasse, comme désir de détruire, et ne pas la reconnaître, ne pas la nommer, est une source de violence fantastique. Je pense à ce qui s'est passé à Lielbel, dont on reparle ces jours-ci, et à propos de ces jeunes qui ont été au contact de ces nuits d'émeute et qui ont été laissés tomber. Il y a eu récemment une bref enquête dans Le Monde qui reproduisait ces différentes étapes. Et j'étais très sensible au fait que dans ce reportage, c'était les grands frères qui disaient ces enfants ont été abandonnés à leur toute puissance destructrice. Que faire quand ces adolescents vivent le sentiment d'une toute puissance et aussi, pas seulement d'une toute puissance, mais d'une puissance pour laquelle il n'y a pas de reconnaissance, y compris dans la sanction. Mais quelle sanction? Enfin, la question reste ouverte. C'est ce que je veux pointer. Je ne sais pas, l'expulsion, mais je sais que cette violence-là, pour avoir moi-même habité dans un grand ensemble dans les années 60 à Strasbourg, il y avait déjà des questions comme celle-là qui étaient en germe, dans la difficulté de reconnaître, pas seulement de reconnaître par devers soi, mais de reconnaître dans un dialogue la violence et ce qui pouvait soutenir cette violence chez les jeunes. Oui, bien sûr, ça fait écho à mes recherches. Et à cet égard, je pense que le psychodrame psychanalytique de groupe est l'instrument, un dispositif tout particulièrement indiqué pour mettre en travail ces questions. Aujourd'hui, nous devons travailler de manière beaucoup plus circulaire et comprendre comment les fabriques de mal-être qui sont liées à l'organisation sociale, dans la mesure où elle n'accomplit plus ses fonctions de garant et de cadre psychique, ses fonctions de garant métapsychique, comme j'essaie de dire, et métasociaux. Ces garants métapsychiques étant eux-mêmes emboîtés, adossés sur des garants métasociaux. Comment ces effondrements successifs, là, comme un jeu de domino, laissent le sujet dans une déréliction, dans une expérience d'effondrement que nous sommes en train d'évoquer. Ça, c'est une des sources contemporaines de la violence. Oui, je voudrais dire deux choses d'abord. La première, c'est une pensée que je cite souvent de Marcelo Vignard et Janine Puget. Plusieurs collègues argentins sont proches de cette pensée. Quel scandale de traiter un traumatisme d'origine collective, d'origine politique, d'État, comme produisant des traumatismes qui peuvent seulement être traités à partir de l'organisation intrapsychique. Moi, j'ai assisté un jour à une réunion
un niveau de compétence de psychanalystes, notamment nord-américains, qui interprétaient à leurs patients l'attaque des tours jumelles comme leur effroi devant une scène primitive. On ne peut pas en rester là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Bien sûr, il faut comprendre les effets psychiques de tout événement, mais on ne peut pas seulement occulter, on ne peut pas occulter le champ social qui est porteur de ces scènes. De la même manière qu'on ne peut pas traiter le traumatisme des violences, des tortures subies dans les casernes argentines comme étant des traumatismes liés à l'organisation psychosexuelle du sujet. C'est une... je ne trouve pas le mot parce qu'il est trop violent, peut-être. Ça fait violence. Ça fait violence au sujet. Je veux dire que c'est une perversion, enfin, je trouve, de penser. Une violence théorique, là. Et pas seulement une violence théorique, mais quand vous donnez cette interprétation, quand vous entendez, même sans donner cette interprétation, vous laissez le sujet face à son organisation interne, et pour ce qui concerne les conditions collectives, politiques, sociales, culturelles, qui impliquent cette violence, qui a produit cette violence, on ne dit rien. On ne dit rien. On ne peut pas en rester là. On ne peut plus en rester là aujourd'hui. Le malaise dans la civilisation n'est pas seulement l'effet des conflits internes du sujet. Le malaise dans la civilisation, aujourd'hui, recèle des zones de réalité psychique produites par le collectif, par le lien, par les familles, etc., qui viennent rencontrer l'espace interne, entrer en collision avec lui, en contiguïté, en continuité, en rupture, en relation catastrophique avec lui. Il y a quand même différentes figures de relations entre ces différents espaces. Et c'est ça que, à mon avis, j'ose pas dire nous devrions, parce que ça fait violence là aussi, mais bon, une petite comme ça, une petite pointe agressive n'est pas... Je souhaiterais que vous apportiez quelques précisions au processus de symbolisation de la violence et plus particulièrement au travail du fantasme et du préconscient dans ces processus de symbolisation de la violence. D'accord. Ce que j'ai essayé de dire jusqu'à présent, c'est d'une certaine manière que la violence fige une scène qui se répète sans se transformer. Je pense tout d'abord à ce qui s'est constitué comme la confrontation avec une scène sexuelle, précisément à la fois les postures de combat et les postures tendres mobilisent ces mouvements de liaison, de tendresse et d'agressivité. Cette présence, cette confrontation, je parle là de quelque chose de réel, comme les enfants peuvent être confrontés à ces scènes, mais à la transformation de cette scène en scène interne. Ce sont des premières modalités de transformation ou de symbolisation, oui, de la violence originaire, avec ses différentes versions agressives, sadiques, masochistes, comme des composantes de la destruction, tourner vers l'objet, tourner vers soi, retourner vers soi, et selon des modalités qui peuvent aussi mobiliser les zones érogènes d'une manière privilégiée dans ces différents types de représentation des origines. C'est donc pas seulement la représentation d'origine, c'est aussi la représentation de la violence des origines. Du point de vue psychanalytique, on peut dire que l'alternative à la violence, ne pas renoncer à une symbolisation de la violence, ça passe par un dialogue interne entre je reprends le terme d'Érivel, une remise en œuvre des
l'articulation entre préconscient, inconscient, conscient. Mais ceci, dans le groupe, passe, comme ça a été le cas pour le sujet dans son origine, dans sa formation, passe par le discours des autres, et par l'ensemble des discours des autres, et par ce métadiscours que l'analyste lui-même produit lorsqu'il interprète ce discours. On me demande comment traiter avec suffisamment de précision ces différentes composantes, ces différents niveaux de la violence que nous avons évoqués. En prenant l'axe des pulsions, on obtient un certain type de réflexion, en prenant l'originaire, le primaire, le secondaire, d'autres choses, en prenant l'axe de la violence symbolisée, nous prenons aussi différentes choses, parce que c'est pas la même chose par exemple, ça c'est Jackie Doron qui m'a appris ça dans sa thèse, que l'agressivité qui est en jeu dans le travail de la pensée n'est pas à mettre au même niveau que la violence qui est en jeu dans le travail de la création, du bouleversement, du chamboulement, de la création, hein, quelque chose qui fait rupture. Alors, de quelle violence on parle? Il y a des violences qui, dans la création, peuvent détruire aussi, non seulement le rayon de bibliothèque, mais aussi le sujet. Enfin, une de mes questions, c'est est-ce que la violence est réductible ou est-ce qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la violence? Non seulement dans la violence bios, dans la force, dans la puissance créatrice, oui, on peut l'admettre. Mais quand on prend les violences qui aboutissent à des autodestructions personnelles, ou des autodestructions collectives, comme les suicides collectifs liés à lui, est-ce que les forces qui sont en jeu, à un certain moment, échappent ou non à la symbolisation? Est-ce qu'il y a quelque chose donc, qui serait comme le triomphe de l'anéantissement, du retour à l'état anorganique, les guerres, les génocides peut-être aussi, bien que ce soit aussi des violences dirigées avec la Shoah? Comment intégrer ce que plusieurs de nos collègues, Nathalie Salzman notamment, dont je salue la mémoire, a interrogé sous l'angle du mal? On n'est pas seul à traiter cette question, mais je crois qu'il faut aussi la poser. Est-ce qu'on peut se contenter, comme on l'a fait pendant un temps, à penser que la violence soit réductible par le dialogue? Le conflit armé, on le voit, est quelquefois une des issues lorsque le dialogue a échoué. Donc, nous ne sommes pas confrontés à des systèmes qui se mettent en place d'obsolescence rapide, jetable, des objets, des êtres, l'impossibilité d'établir justement un lien suffisamment durable, suffisamment éprouvable, dans lequel l'autre et soi peuvent s'éprouver. Nous allons à la catastrophe et nous le savons. Quelque chose nous y pousse, parce qu'il faut incriminer donc ici le triomphe de la puissance mort, le triomphe final. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça a été un moment de travail.